les législatives vont être hyper importantes parce qu'on sait que Macron, vu le nombre de bulletins blancs et nuls qui ont permis son élection, vu le taux d'abstention record et vu le nombre de gens qui ont voté pour lui pour éviter Madame Le Pen, maintenant que nous avons viré Madame Le Pen, il s'agit de retrouver le débat qu'on a pour savoir quelle politique on veut sur les 5 prochaines années. Et le gouvernement Macron, en l'état, commence très très mal. Je ne sais pas si vous avez vu toutes les casseroles qu'il y a dans le gouvernement. On a déjà un Premier ministre qui est pro-Areva, qui a eu un blâme de la Haute Autorité pour la Transparence. On a un problème de micro. Merci. On a un ministre de la cohésion des territoires qui est... Il faut mettre moins fort, ils disent. Il faut mettre moins fort. Un ministre de la cohésion des territoires qui vient d'être épinglé parce qu'il a embauché son fils comme assistant parlementaire et la seule excuse qu'il a trouvé à dire, c'est que c'est quand même compliqué en Bretagne de trouver un jeune qui sait lire, écrire et surfer sur Internet. Enfin, c'est d'un mépris juste incroyable. Je vais arrêter le micro. Donc c'est d'un mépris juste incroyable. On a des ministres qui ont des casseroles tous les uns après les autres. Il y a une affaire de favoritisme aussi quant à une affaire que sa femme aurait eue sur des affaires immobilières, donc du favoritisme. Donc on a un gouvernement qui est censé faire en premier une loi de la moralisation de la vie publique et qui en fait de loi de moralisation pour la vie publique sont en fait un gouvernement de corrompus. On va se mettre là, ouais, là, il y a une place, une belle place. Ils sont venus au bar. Donc je disais que le gouvernement Macron, le seul renouvellement dont il est capable aujourd'hui, c'est de continuer le nucléaire, c'est de continuer la loi travail. On voit notamment que là, ils nous ont annoncé la couleur en disant que... non, ça marche pas. En disant que c'était par exemple pour le plafonnement des indemnités prud'homales qui avait déjà été retoqué dans la loi Travail 1, qu'ils sont aussi pour que sur la loi Travail ce ne soit qu'un début et que on étende les accords d'entreprise aussi sur les salaires, les conditions de travail. Donc c'est une dérégulation totale qui nous attend sur les droits des travailleurs. Et il a dit que ce n'était qu'un début, c'est-à-dire que ils allaient ensuite s'attaquer au coût du travail, aux impôts payés par les entreprises. Donc on a un carnage social qui s'annonce devant nous. Voilà, sur tous les sujets comme ça, le renouvellement, il n'apparaît sur rien. C'est une continuation de ce qui a été fait. Et étant donné que le second tour de l'élection présidentielle nous a été volé, c'est le moment, les élections législatives, aussi de prendre le choix de quel avenir on veut pour la France. J'ai Issa Koulibaly qui est avec moi. Donc des apéros comme ça, on en fait régulièrement. Et l'idée de ces apéros, c'est qu'à chaque fois, on mette en avant un point du programme L'Avenir en commun. Parce que tous les candidats aux législatives ont le même programme aux législatives que Jean-Luc Mélenchon aux présidentielles. Donc Issa, il a notamment beaucoup contribué à ce point du programme. Donc Issa, je vais te laisser te présenter, mais c'est un militant associatif contre le contrôle aux faciès. Et il va nous présenter ce pourquoi il se bat. Et du coup aussi les solutions qu'il propose, qui sont celles qui sont inscrites dans L'Avenir en commun. Merci Issa d'être venu. Je te laisse le micro qui j'espère va fonctionner. Et je te laisse te présenter. Ouais. Donc voilà. Bonjour à tous. Donc ça commence. Donc bonjour à tous. Merci d'être venus. Merci de m'écouter. Merci au Café des Délices de nous accueillir. Je vais faire une petite intervention pour présenter ce point du programme de l'Avenir en commun qui concerne la fin des contrôles aux faciès. Donc d'abord, voilà, je m'appelle Issa Koulibaly, je suis président d'une association de jeunes de Belleville, un quartier parisien. L'association est membre d'une plateforme qui s'appelle En finir avec les contrôles aux faciès, dans laquelle on retrouve des grosses associations nationales, Human Rights Watch, le syndicat de la magistrature, le syndicat des la LDH, Logistique, donc des grosses associations et des plus petites, des associations de terrain comme la mienne.
Le contrôle au faciès, c'est le fait pour des policiers de contrôler une personne pour son apparence et pas pour son comportement. Donc la première chose à dire, et pour un peu éteindre les polémiques qui naissent automatiquement quand on aborde ce sujet avec des personnes qui ne le maîtrisent pas, c'est qu'on n'est pas du tout pour la fin du contrôle d'identité, mais on estime que la justification de ce contrôle doit être par rapport au comportement de la personne et pas par rapport à son apparence, comme ont montré de nombreuses études que les policiers se basent trop souvent sur l'apparence des personnes pour sélectionner ceux qu'ils vont contrôler parmi la population présente. Et au-delà des effets et de l'impact de ces contrôles sur lesquels je vais revenir, c'est aussi très inefficace. Il y a de nombreuses expériences qui ont été menées dans des pays proches de nous, comme l'Angleterre, l'Espagne, et qui montrent une efficacité beaucoup plus grande quand on choisit les personnes par rapport à leur comportement, par rapport à des indices qui les poussent à penser, à sélectionner ceux qui vont contrôler. L'idée principale, c'est vraiment celle-là. Et tout contrôle, finalement, qui n'aboutit tout contrôle qui n'aboutit à rien est un contrôle abusif. C'est un contrôle qui n'aurait pas eu lieu d'être. C'est un gaspillage d'énergie, d'argent public pour des policiers qui sont déjà extrêmement pressurisés par la situation de la lutte contre le terrorisme, par la politique du chiffre, etc. Un des éléments un peu invisibles de ce contrôle au faciès, c'est son impact et son effet sur les personnes qui le subissent. Et c'est sur ça qu'on a voulu, dans un premier temps, mettre l'accent. C'est très souvent des jeunes qui sont contrôlés dans l'environnement proche de là où ils habitent. Et ça a un impact. Ça a un impact parce que ça montre à ces jeunes-là qu'ils ne font pas partie, qu'ils ne font pas partie de l'ensemble, de la communauté nationale. Quand on est contrôlé, en moyenne, je ne sais pas, de manière hebdomadaire, plusieurs fois dans le mois, entre 13 ans et 25 ans, parce que c'est dans ces âges-là que se concentrent les contrôles répétitifs à répétition. Ça met quelque chose dans la tête des jeunes et ça les désigne, ça les assigne à une position d'étranger à la communauté nationale. Vous n'êtes pas comme les autres, vous n'avez rien à faire là, etc., etc. Ça a des impacts très forts parce que la police, dans ces endroits-là, c'est le seul représentant de l'État, à l'exception de l'école. Mais l'école, c'est encore autre chose parce que c'est une relation interpersonnelle entre les élèves et leurs professeurs. On se connaît, on se côtoie tout au long de l'année, tout au long des années. Mais en dehors de l'école, la seule présence dans un contexte de raréfaction des services publics en plus, c'est la police égale l'État. Et quand l'État, pendant toute ma jeunesse, m'humilie, m'assigne comme ne faisant pas partie de cette communauté nationale, il est quasiment impossible pour un jeune d'être un citoyen à part entière. Donc ça c'est la dimension impact des contrôles au faciès. Un autre élément très fort de ces contrôles, c'est que c'est souvent c'est souvent l'origine de débordements, de conséquences dramatiques parfois qui vont jusqu'à la mort, de jeunes. Souvent, ça commence par un contrôle d'identité qui dégénère et qui amène des conséquences. La conséquence la moins grave, entre guillemets, c'est l'outrage et rébellion. Une très très grande majorité des condamnations pour outrage et rébellion sont issues d'un contrôle d'identité au départ. Donc ça, c'est la plus petite conséquence
c'est la plus petite conséquence, même si elle est loin d'être négligeable, mais ça peut aller jusqu'à la mort. Hein. On se souvient en 2005 des jeunes qui fuient les policiers pour ne pas être contrôlés et qui finissent morts, quoi. Et c'est loin d'être anodin. Ça finit heureusement pas toujours par la mort des personnes, mais c'est un vrai problème de société qui est complètement invisibilisé. Et donc on est très content. Dans le cadre de cette campagne, on a commencé à lutter à l'approche de la campagne de 2012. On pensait avoir été entendu par le candidat Hollande qui s'était engagé à prendre des mesures sur ce sujet, qui s'est renié très très vite. Hein, ça a duré, enfin je sais pas, ça devait être au lendemain des législatives. C'était au lendemain des législatives de 2012. Il est revenu complètement sur cet engagement de mettre en place des procédures qui permettent de mettre fin à ces contrôles au faciès. Donc les mesures qu'on prône, et qu'on prône depuis 2012, c'est entre autres l'instauration d'un récépissé. Et c'est une mesure emblématique, très symbolique, mais qui a été totalement détournée, qui a été perçue comme donner un récépissé de contrôle d'identité, c'est donner un laissez-passer pour éviter aux personnes de se faire contrôler. Alors que c'est pas du tout ça. Ça a plusieurs effets. Ça permet en priorité d'avoir une traçabilité des contrôles d'identité. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Personne n'est capable de dire combien il y a de contrôles d'identité qui sont effectués par jour, par mois, par an dans ce pays. Donc, quand on vient se plaindre pour des contrôles à répétition, on fait un langage de sourd parce qu'il n'y a rien qui vient justifier. Donc, le récépissé vient pallier à ça. Il a une autre vertu, c'est celle de remettre à l'intérieur de la communauté nationale, d'avoir sur le moment du contrôle une forme de reconnaissance de ce qui vient se passer. Ça vient légitimer finalement les conséquences qu'il peut y avoir, les retards au boulot, à l'école, des choses comme ça. Mais ça a été vraiment utilisé comme une espèce de laisser-passer pour quelqu'un qui aurait été contrôlé une fois, qui aurait plus le droit d'être contrôlé derrière. Donc il y a eu vraiment un détournement de cette proposition. Mais le récépissé à lui seul, ça ne suffit pas. Bien sûr, on ne réglera pas les problèmes. Il y a un ensemble de 6 propositions qui ont été réfléchies par la plateforme que je vous ai présentée au début, dans lesquelles il y a des éléments de formation des policiers, dans lesquels il y a la réforme de l'article du Code de procédure pénale qui encadre ces contrôles pour qu'ils soient de manière beaucoup plus claire et évidente, basés sur le comportement des personnes et pas sur l'apparence. Et j'ai plus toutes les mesures en tête, mais vous pouvez les trouver très facilement sur le site internet de la plateforme, en finir avec. Donc voilà un petit peu pour essayer de dresser un peu le panorama de cette lutte. On est très content que la France insoumise ait pris en compte nos mesures, nos propositions, les ait vraiment comprises et intégrées à leur programme. On est comme beaucoup déçus de ne pas avoir remporté les élections présidentielles, mais les législatives sont une nouvelle occasion de faire avancer cette question-là, qui est vraiment cruciale dans les quartiers. C'est vraiment une expérience communément vécue par les jeunes qui habitent ces endroits-là. Donc, travailler à les réinclure, à leur redonner une position de citoyen dans la société, ça commence par entendre et prendre en considération cette problématique qui les touche au quotidien du contrôle au faciès. Donc voilà, je vais arrêter là. Et si vous avez des questions, je pense que c'est comme ça que c'est le plus intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et voilà, merci de m'avoir écouté.